Bonjour à tous et bienvenue dans l'Élysée 2012, le duel de l'écho. On retrouve comme chaque semaine Philippe Manière, bonjour, président de Footprint Consultant et puis chroniqueur à l'Express. Bernard Maris, bonjour, chroniqueur à Charlie Hebdo, professeur à Paris 8, chroniqueur à France Inter et puis membre du conseil de la Banque de France. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors J-11, dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle. 10 candidats, alors les favoris, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ceux qui se disputent a priori la troisième place, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou. Et puis les autres, les petits candidats qui risquent, eux, d'être exclus des tractations de deuxième tour. En tout cas, à partir de cette semaine, l'égalité parfaite des temps de parole doit être respectée entre les 10 candidats à la présidentielle. Et puis les Français, eux, regrettent tout simplement que l'emploi et le pouvoir d'achat ne soient pas suffisamment discutés dans la campagne. Alors Philippe Manière, comment expliquer finalement que cette campagne a été si économique, si technocratique quelque part, et que les Français continuent à se plaindre que finalement on ne parle pas suffisamment d'emploi, on ne parle pas suffisamment de pouvoir d'achat? Je crois qu'il y a un grand malentendu sur ces sujets. C'est vrai que l'emploi est une préoccupation malheureusement pour la France depuis longtemps et pour les Français aussi bien sûr depuis je dirais 25 ans. Ça fait 25-30 ans qu'on est en sous-emploi. Le pouvoir d'achat, c'est un peu un fantasme. Alors, pardon, parce que ça peut paraître complètement inconscient de dire ça, mais quand on regarde les statistiques, la France est l'un des rares pays où le pouvoir d'achat n'est pas baissé pendant la crise, qui est d'ailleurs franchement à mettre au crédit de ce pays. Le filet de sécurité, on se l'était déjà dit à plusieurs reprises, a plutôt bien marché. Mais évidemment, ce sont les sujets les plus concernants, comme on dit. C'est-à-dire que ce sont les sujets qui intéressent le plus les gens. On est sorti de cette espèce de passion politique qui avait animé la France depuis l'après-guerre jusqu'à, je dirais, 80. Il y avait un vrai choix, après la chute du mur. Depuis, qu'est-ce que vous voulez, on a à choisir entre Poher et Pompidou, j'allais dire. Donc, il y a quand même pas de quoi s'exciter beaucoup. Et du coup, on se dit, j'aimerais bien qu'il répare le trottoir devant chez moi. Je serais content que mon salaire augmente. On se rabat sur des exigences, des demandes qui sont assez contingentes parce que il n'y a plus vraiment de quoi faire rêver. Moi, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne dans cette campagne, c'est que personne n'a vraiment mis sur la table les deux vrais sujets, à mon avis. C'est la compétitivité de la France qui est en voie d'érosion très rapide. Et on n'aura pas d'emploi si on ne renoue pas avec la compétitivité. Et puis, cette espèce de reproduction sociale, cette spécificité française, on est rentré dans la mondialisation sans changer les choses de telle manière que tout le monde puisse en profiter. Donc je crois que ça touche à l'éducation également. Ça touche à l'éducation, ça touche aux minorités visibles, au rôle des femmes, etc. Et je crois que dans le fond, la requête permanente sur l'emploi et le pouvoir d'achat, c'est une forme de métaphore. Sans s'en rendre compte, ce que les gens demandent, c'est que les choses changent parce qu'ils n'ont pas part au banquet. C'est un fait que peu de gens y ont part, pas assez. Et dans le fond, la meilleure manière de l'exprimer, c'est dire mon emploi, mon pouvoir d'achat. Mais notre problème, malheureusement, est plus grave que ça. Bernard Maris. Je crois qu'il y a une confusion, c'est-à-dire que le débat est plus technique et budgétaire, je vais dire, qu'économique. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de le rééquilibrage des comptes, tout le monde va vers les principaux candidats essaient quand même de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la dette, au niveau du budget. Donc c'est vraiment technique, c'est je vais hausser ceci en termes de recettes, je vais baisser ceci en termes de dépenses. C'est pas tellement économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de projet économique. Je suis entièrement d'accord avec Philippe lorsqu'on a l'impression qu'on met la France dans une bataille, dans une guerre une fois de plus qu'elle n'a pas préparée. C'est-à-dire qu'on lui dit allez tu vas, ma fille tu y vas dans la mondialisation, monter au front, et puis hop, sauf qu'on n'a pas les outils pour ça. Donc effectivement, cette campagne ne parle pas tellement des outils pour gagner cette guerre économique et cette bataille économique. Là, je suis assez d'accord là-dessus. Et ces outils, c'est la formation, l'éducation, c'est des trucs de fond, quoi. C'est des trucs structurels, des trucs de très très long terme. C'est pas. Or, le budget, c'est ce qui se passe tout de suite. C'est-à-dire, il faut plaire au marché pour que les marchés, ceci. Bon, donc, on est vraiment dans une contradiction. Et là, le pouvoir d'achat, c'est vrai. Bonne remarque aussi. Je suis désolé d'être d'accord avec vous. Ça va pas durer. Mais c'est vrai que, par exemple, l'Allemagne a payé son effort de compétitivité d'une baisse considérable du pouvoir d'achat. Baisse considérable de pouvoir d'achat qui a été compensée par des gains de compétitivité. Alors, ce qui est intéressant, on va voir un petit peu comment on peut tracer les lignes. Parce que finalement, si on regarde à gauche, on a plutôt une gauche du réel, avec François Hollande, politique de l'offre. Et puis, donc, cette gauche traditionnelle, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi les petits candidats, Nathalie Arthaud, Philippe Poutot, qui, eux, évidemment, en fait, continuent à penser qu'augmenter le SMIC est la solution. En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon parle d'un SMIC à 1 700 € par mois. Et d'ailleurs, une augmentation du SMIC, ça faisait partie des programmes de gauche, y compris du programme de Ségolène Royal en 2007, Philippe Manière. Ce n'était pas une augmentation aussi spectaculaire que celle qu'on nous propose aujourd'hui. Moi, je vous trouve assez bienveillante en disant que François Hollande, c'est la politique de l'offre. Je crois qu'honnêtement, il n'y a personne qui propose vraiment une politique de l'offre.
même pas à la droite, je dirais, ou alors du bout des lèvres, sans oser en tout cas, dire. Il a renoncé à faire augmenter le SMIC comme justement une des solutions un peu traditionnelles de la gauche pour relancer l'économie. En revanche, on voit à l'occasion de cette élection que l'échiquier politique français est très déporté sur la gauche. Moi, je ne crois pas que ce soit bien d'être de gauche ou bien d'être de droite en soi. Ça m'était complètement égal que les gens soient de droite ou de gauche et je trouve normal qu'il y ait de l'alternance. Ce qui est pathologique en revanche, c'est quand le débat public est à ce point déporté sur la gauche que même la droite est de gauche. Or, sur le plan économique, on en est là. C'est-à-dire que vous continuez à avoir des hommes politiques de droite, y compris dans cette élection, qui continuent à vous parler de relance, de distribuer du pouvoir d'achat, de donner aux gens Marine Le Pen qui parle beaucoup du pouvoir d'achat. Oui, alors elle, c'est encore autre chose. Est-ce qu'elle est de droite? J'en sais rien, elle est d'extrême droite, mais l'extrême droite, du point de vue économique, il y a 10 ans, était assez près de la droite. Aujourd'hui, elle est assez près de la gauche. C'est-à-dire c'est très vindicatif, il faut faire payer les patrons, faire cracher les banquiers, etc. L'extrême droite n'a pas vraiment de vision économique, elle n'en a jamais eu, et là, elle est beaucoup plus proche de la gauche, elle surfe sur la vague du mécontentement populaire. En revanche, moi, ce que je crois pathologique vraiment, c'est que la droite n'assume pas un rôle de droite en disant il faut relancer la compétitivité, il faut faire une politique de l'offre. Et puis en face, on pourrait avoir une gauche, honnêtement, ça ne serait pas de saison à mon avis, mais on pourrait légitimement avoir une gauche qui plaide pour la demande. Dans le fond, justement, ça n'est pas le cas avec François Hollande. Mélenchon plaide pour la demande, lui c'est clair, c'est net. Et puis Bayrou, dans un sens, même si c'est peut-être un peu opportuniste, on le disait la semaine dernière, mais Bayrou, lui, propose une politique de l'offre. À la limite, on aurait Mélenchon-Bayrou, les choses seraient claires. On vote à gauche ou à droite, on vote pour la demande ou on vote pour l'offre. Là, on est entre les deux. Il n'y a pas une différence colossale entre Hollande et Sarkozy sur les sujets qu'on est en train d'évoquer. Aucun n'assume le fait qu'il faut faire une politique de l'offre et qu'elle ne sera pas câline, forcément, pendant le temps de l'adaptation avec le consommateur. Et en même temps, ni la droite ni la gauche n'osent poser le diagnostic. Et tout le monde l'a en tête, ce diagnostic, y compris les Français, ils ne sont pas fous. Bernard Maris, est-ce qu'il y a tout de même au sein de cette gauche une différence entre François Hollande qui renoncerait finalement à cette hausse du SMIC qui fait partie de cette politique de gauche traditionnelle et puis Jean-Luc Mélenchon qui au contraire lui veut un SMIC à 1 700 €? Oui, je crois que oui, il y a une différence parce que chat échaudé craint l'eau froide, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu la politique Mauroy, on a vu ce que ça a donné, la politique Mauroy en 81. Ségolène Royal parlait encore d'augmentation du SMIC. Voilà. Ségolène Royal parlait encore d'augmentation du SMIC. Bien sûr, mais c'est vrai que Hollande apparemment a pris le tournant en disant non, je ne vais pas le faire parce que je sais que ça sera encore une politique de la demande qui sera peut-être en faveur de l'Allemagne, encore une fois, comme ça s'était passé en 1981. C'est-à-dire on augmente les importations, on consomme allemand. Je donne du pouvoir d'achat aux Français pour augmenter les importations. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Avec un déficit du commerce extérieur qui est de l'ordre de combien? 67 milliards ou un peu plus, donc je ne crois pas que ce soit très intelligent. Mais en revanche, et aussi... C'est une forme de réalisme à gauche? C'est réalisme, mais c'est aussi le fait que je crois qu'il y a dans ce que Philippe appelle une politique de l'offre, moi j'appellerais ça plutôt une politique de la compétitivité. C'est-à-dire qu'il y a le fait que ce n'est pas avec les bas salaires qu'on va construire une nouvelle économie. Bon, je ne suis pas... Bien sûr qu'il faut aider les gens les plus démunis, bien sûr qu'il faut peut-être faire des tarifs du gaz, de l'électricité, bien sûr qu'il faut travailler sur le logement, bien sûr qu'il y a des tas de choses à faire pour que ces gens vivent bien. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui fera la compétitivité de la France, ce n'est pas les allègements de charges sociales sur les bas salaires, ce n'est pas le travail déqualifié. Donc c'est ça ce que ça veut dire aussi, ne pas augmenter le SMIC. Ça veut dire se tourner vers ceux qui vont faire la productivité du travail. C'est pas l'augmentation du... Le pouvoir d'achat viendra de la productivité du travail. Bon, je raisonne en économiste, hein, c'est un peu triste de raisonner en économiste parce que je préférerais raisonner en termes de coucou, le temps des cerises, on va chanter et on va tous aller à la plage. C'est le temps des cerises de 1 700 €. Donc. Voilà. Mais c'est le temps, je pense justement que 1 700 €, ce ne sera pas le temps des cerises. Je pense que le temps des cerises, c'est la qualification du travail. Philippe Magnère, alors si on regarde à droite, puisqu'on a regardé à gauche, là on a plutôt Nicolas Sarkozy qui est sur la valeur travail et l'autorité. Marine Le Pen, elle est plutôt donc, sur le pouvoir d'achat, on l'a dit, et puis bon, bien sûr sur l'immigration. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, alors lui, il fait une campagne contre l'euro. Il y a d'ailleurs, c'est repris aussi par Marine Le Pen, cette peur de l'euro. Est-ce que là aussi on peut dresser des lignes Honnêtement, enfin moi je veux bien qu'on parle de Poutou, Artaud, Dupont-Aignan et consorts, mais enfin dans quelques jours, sauf à ce que les sondages se trompent complètement, ils n'auront plus aucun rôle et ils n'auront pas les moyens de peser sur quoi que ce soit entre les deux tours. Donc au total, d'ailleurs, je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut regretter qu'Eva Joly ne pèse pas plus lourd parce qu'elle dit quelque chose, mais ce quelque chose en fait a été intégré pratiquement dans toute la doxa de tous les autres partis. Mais l'écologie, si vous éliminez les 4 qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les 2 grands, leurs 2 supplétifs et Marine Le Pen, tous les autres vont être éliminés, on n'en parlera plus dans 8 jours, enfin dans 12 jours. Donc voilà, c'est plus un sujet, j'allais dire, et entendre ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est intéressant d'un point de vue d'entomologiste, mais enfin, c'est pas la peine de passer trop de temps dessus. Moi, ce qui m'intéresse en revanche, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la différence entre les deux gauches. Est-ce que vraiment Hollande a pris ses distances vis-à-vis de Mélenchon? Est-ce que vraiment il va résister à la tentation de lui donner des gages entre les deux tours? Dans un sens, encore une fois, du point de vue de la clarté du débat, moi je trouverais assez normal que Hollande aille vers Mélenchon.
tactiquement, il ne le fera probablement pas. Et donc, on aura cette espèce de gauche, effectivement, un peu recentrée, mais pas complètement. Pas une gauche après Bad Godesberg, pas une gauche qui fera du Schröder. On ne le dira jamais assez en Allemagne. Pas une gauche qui fera du Schröder. Comme en Nouvelle-Zélande, c'est la gauche qui a fait renouer le pays avec la compétitivité. C'est pas la droite. Il y a eu Thatcher, il y a eu Reagan, mais il y a plein de pays où c'est la gauche qui a renoué avec la compétitivité. Schröder en est un exemple en Allemagne. Vous parlez avec les députés de droite en Allemagne aujourd'hui, ils vous disent qu'ils sont simplement en train de mettre leurs petits pieds dans les pas de Schröder. C'est Schröder qui a fait la réforme allemande qui compte aujourd'hui. Donc c'est à la portée de la gauche. Mais Hollande n'ose pas faire ça. Et donc il est entre les deux. Il est entre Mélenchon et Sarkozy, je dirais. Bernard Maris, François Hollande. Alors sera-t-il un Schröder? Devra-t-il au contraire concilier? Ou est-ce qu'il n'a pas fait son Bad Godesberg? Bad Godesberg, ça veut dire que ça voulait dire que avec celui de Jean-Luc Mélenchon. Ça voulait dire que tout à coup, les sociodémocrates allemands ne parlaient plus au peuple de gauche, mais s'adressaient au peuple dans son ensemble. Et puis renoncer à faire la révolution, quand même. Oui, c'est pas tout à fait sans importance. Bien sûr. Non, mais à partir du moment où vous vous adressez non pas à une classe, si je puis dire, mais vous vous adressez à l'ensemble de la population française, vous renoncez nécessairement à la révolution. Alors, est-ce que François Hollande a fait ce choix? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même une coupure, c'est-à-dire qu'on le voit notamment en tout ce qui touche les questions de nationalisation, etc. Mélenchon est très très clair en termes de nationalisation, tout ce qui touche à l'énergie, les banques. Et d'où la contradiction entre les deux programmes. Oui, il y a une contradiction nette. C'est-à-dire que d'un côté, bon, on ne touche pas à la propriété. Et quand on ne touche pas à la propriété, on peut être de gauche, mais on n'est plus socialiste. Je crois que c'est ça. C'est socialisme à la française. Oui, c'est plus socialiste au sens du communisme. Au sens du communisme. C'est-à-dire que bon, je pense que Mélenchon reste socialiste avec un grand S parce que lui, il touche à la propriété. Hollande, non, il n'y touche pas, ou pas beaucoup, un petit peu sur l'héritage ou des choses comme ça, mais il dit plus, je vais nationaliser, je vais faire ceci, cela. Parce que le programme de 81, comme le programme de 45, c'était des programmes socialistes. Et c'est là qu'il y a une grosse coupure. Je pense qu'il y a eu un adjournament. Si Jean-Luc Mélenchon fait un très bon score. Oui, bien sûr. Mais là, il va y avoir un petit problème. Il va falloir donner quelques garanties, parce que, bon, déjà, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il appellerait à voter Hollande, mais je suppose que plus il sera élevé dans les sondages, plus il négociera, il marchandera son appui. Alors, et François Hollande ne va pas accepter une augmentation du SMIC à 1 700 euros. Franchement, je ne pense pas. Il y a quelque chose qui jouera un rôle, à mon avis, c'est que le parti de Jean-Luc Mélenchon est très composite. Et déjà, aujourd'hui, vous avez des voix, en particulier les communistes, qui disent « nous, on ne serait pas contre être ministre, etc. » Donc, si vous voulez, il y a quand même des gens qui vont soit, disons les choses de manière désobligeante, aller à la soupe, soit se dire qu'après tout, il vaut mieux participer et changer les choses de l'intérieur que rester dehors et regarder en critiquant. Donc je pense que, je pense que donc il aura du mal, Mélenchon, à emporter toutes ses troupes unies. Pour le moment, c'est facile, il n'y a pas d'enjeu. Donc on verra ce qui se passera entre les deux. Juste un dernier point à la décharge de François Hollande, dont je regrette qu'il ne fasse pas le Bad Godesberg qu'on évoquait tout à l'heure. Pour la gauche, la moindre des choses, c'est d'être plus à gauche que la droite. Et le responsable fondamental de ce déport vers la gauche de l'échiquier que j'évoquais tout à l'heure, c'est la droite. La droite qui en France est jacobine, centralisatrice, qui a nationalisé d'ailleurs dans le passé, qui augmente les impôts et qui augmente la dépense publique, qui fait donc quelque chose qui dans le monde entier passerait pour une politique de gauche. Mettez-vous à la place de Hollande, il ne peut pas être moins à gauche que la droite. Or la droite est déjà à gauche, donc on peut franchement, c'est difficile de faire grief à Hollande de ne pas être moins à gauche. Et vous regrettez que les lignes ne soient pas plus claires, Philippe Magnère. Vous exagérez un petit peu, dans la mesure où quand même la politique fiscale n'est pas la même. Moi, je vois vraiment une différence très claire entre la politique fiscale de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy. Elle est claire. Là, le thème qui, à mon avis, fait que François Hollande se rapproche un petit peu de Jean-Luc Mélenchon, c'est son matraquage sur l'égalité. Vous avez peut-être vu ses clips de campagne, son spot de campagne, effectivement. Le thème de l'égalité, ça, c'est vraiment un thème radical et un thème gauche socialiste, on va dire. De ce côté-là, peut-être que sur le qualitatif, je vais dire, il va rejoindre Mélenchon en disant bon, on va museler la finance. Et puis bon, finalement, mais on n'augmentera pas. Pour terminer, Philippe Magnère, vous dites dans votre chronique de l'Express cette semaine que vous aimeriez finalement avoir ce monde idéal dans lequel il y ait véritablement une droite avec ses valeurs et ça une s'appelle gauche. La démocratie. Oui, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si Mélenchon pesait sur Hollande et Bayrou sur Sarkozy, au lieu d'avoir Poher-Pompidou, on aurait Chavez contre Thatcher. Au moins, personne pourrait dire qu'il s'ennuie. Thatcher, c'est votre idéal. C'est pas mon idéal, mais je pense que ça a une certaine gueule quand on demande aux gens un choix clair. Or, aujourd'hui, par rapport aux préoccupations que vous évoquiez en tout début d'émission, on se demande franchement comment les gens peuvent choisir entre Sarkozy et Hollande. Ça ne va pas de soi parce que ce sont deux offres très proches dans le fond. Le problème de la France, c'est qu'il y a une droite qui est républicaine. Et une droite républicaine, si vous voulez, elle est pour les droits de l'homme et elle est pour l'égalité d'une certaine manière. Donc c'est pour ça qu'il y a ce mélange. C'est la République et le reste qui ferait la différence. Merci Bernard Maris, merci Philippe Magnère. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous.